Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont à Moscou. Il se trouve qu'aujourd'hui, je vais modérer ce 99e briefing. Je joue les doublures de la direction générale et de la présidence qui, en raison de leur haute fonction, sont appelés à des choses très importantes en France. Je vais essayer de pas trop patauger et je cède tout de suite la parole à Arnaud Dubien qui va nous parler de politique intérieure, d'économie et peut-être de société. Merci beaucoup, cher Anne. Effectivement, quelques mots d'économie pour commencer et des chiffres. On a appris aujourd'hui que la demande attendue de ciment pour le quatrième trimestre devrait reculer de 10%. On pourrait penser que ce n'est pas important. En fait, ça révèle une crise à venir, ou en tout cas un ralentissement assez sérieux dans le secteur du bâtiment. Donc à suivre, autre chiffre plus attendu et moins surprenant. Monsieur Sokolov, ancien ministre des Transports et aujourd'hui président de la société Avtovaz, s'attend à un recul du marché automobile russe, véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers, de l'ordre de 60% cette année. Encore des chiffres, si vous me permettez, cher Anne. Le volume des échanges bilatéraux entre la Géorgie et la Russie, qui a augmenté de 50% entre janvier et octobre. Et ça a un effet, on parle d'un véritable effet russe sur le PIB qui lui devrait augmenter de 10% cette année. Donc on voit que la diaspora dont on ne sait pas vraiment le statut, est-ce que ce sont des personnes qui ont l'intention de ne rester que quelques mois et de rentrer en Russie ou d'aller plus loin, eh bien, ont un effet majeur sur l'activité économique en Géorgie. Enfin, la deuxième lecture du budget fédéral 2023 qui révèle une augmentation des aides de l'État au secteur agricole. Entre la première et la deuxième lecture, une rallonge de l'ordre de 10%. On parle de soutien direct et indirect, notamment des prêts bonifiés. Là aussi, je pense que c'est important. Ça confirme la priorité accordée par les autorités au secteur agricole et agroalimentaire, et ce depuis au moins 2014. J'en viens maintenant aux questions de politique intérieure, avec un texte publié par le Service fédéral de sécurité, une nouvelle liste des informations ne contenant pas de secret d'État, mais dont la transmission à des entités étrangères peut être désormais répréhensible. Cette liste s'allonge et elle concerne, par exemple, évidemment, certaines questions militaires très précises, mais aussi des choses beaucoup plus générales sur la situation militaro-stratégique et son évolution. Donc on voit en tout cas, on peut penser qu'il y aura de moins en moins d'informations relatives à la guerre en Ukraine qui vont circuler, en tout cas en Russie. La question étant de savoir pourquoi aujourd'hui. Je note que ça coïncide avec d'autres vidéos qui ont circulé ce week-end et qui ont été manifestement mises en avant, vidéos qui montrent les mises aux arrêts de certains mobilisés refusant d'être envoyés dans le Donbass ou dans d'autres territoires du sud de l'Ukraine. Donc, je dirais, pour résumer, serrage de vis, fermeture des écoutilles, avant peut-être, qui sait, des choses un peu plus importantes ou des événements significatifs dans ce domaine-là. Autre nouvelle dans le domaine du monde de l'édition, qui est cher au cœur d'Anne Koldefy, monde de l'édition russe, où l'on s'émeut des conséquences possibles d'un texte de loi qui est en train d'être adopté par le Parlement sur la répression, je cite, de la propagande LGBT. On s'interroge sur que faire des œuvres, parfois des œuvres assez anciennes, déjà publiées, qui peuvent contenir certains passages qui peut-être seront considérés comme tombant sous le coup de cette nouvelle loi. Donc, à suivre. Là aussi, c'est assez révélateur, je pense, de l'ère du temps
et du front de l'air à Moscou. Enfin, quelques sondages. Vous savez que tous les vendredis, les 3 grands centres russes de sondage publient des chiffres sur la popularité des uns et des autres, les taux de confiance. Le FTSIOM relève un taux d'approbation de l'activité de Vladimir Poutine à 73,7%. Le FOM, quant à lui, relève une légère baisse, même une baisse assez sensible de l'inquiétude au sein de la société russe. Il y a un sondage qui mesure les humeurs, l'état d'esprit de l'entourage des personnes interrogées. Et 49% des personnes interrogées relèvent de l'inquiétude dans leur entourage, mais c'est beaucoup. Mais c'était 70 fin septembre, et on peut peut-être parler, en tout cas certains observateurs russes le font, de l'effet paradoxal de la chute de Kherson. Il y a effectivement une grande inquiétude dans l'édition en ce moment à Moscou depuis assez peu de temps, c'est assez récent, et pas seulement pour des livres qui peuvent être considérés comme dans la mouvance LGBT, mais plus généralement, on sent en ce moment une assez grande inquiétude. Je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit sur la Géorgie, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes de Russes qui sont partis en Géorgie. Et quand même, la Géorgie, c'est pas si grand. Et c'est quand même un nombre relativement limité, même s'il est important. C'est un petit peu étonnant de voir à quel point ça a changé des choses. Alors, il y a 2 phénomènes, à mon avis. Un phénomène de transit de marchandises, de biens, de marchandises vers la Russie, et qui transitent donc par la Géorgie. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a, je dirais, le pouvoir d'achat des nouveaux installés. Notamment à Tbilissi, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On peut dire d'un côté que c'est pas beaucoup, mais dans un pays qui n'est pas très grand et dans une capitale qui n'est pas Moscou ni Londres, eh bien des gens qui arrivent avec un peu d'argent, ça produit tout de suite des effets. Alors ça produit des effets parfois indésirables, hein, comme la hausse des prix de l'immobilier. On sait que les locations à Tbilissi, mais aussi à Erevan et dans d'autres capitales post-soviétiques, on dit aussi que Belgrade est concerné par ce phénomène. Et puis, il y a l'activité économique générale, la restauration, par exemple, et d'autres choses qui, elles, bénéficient de cet afflux d'émigrés russes. On va demander, merci beaucoup Arnaud, on va demander à camarade Igor de nous parler de la politique étrangère. Pardon. Merci Yann, bonjour à tous. Alors je vais commencer par une nouvelle de la région Asie-Pacifique avec le sommet des leaders économiques de l'APEC. Alors l'APEC, vous savez, c'est la coopération économique Asie-Pacifique. C'est un forum intergouvernemental régional centré sur cette vaste région de l'Asie-Pacifique dans lequel vous trouvez les États-Unis, le Japon, la Thaïlande, tous les pays d'Extrême-Orient, la Russie, la Chine et autres. Donc il s'est réuni à Bangkok fin de semaine dernière, week-end dernier, pour discuter donc de coopération économique dans la région. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est le communiqué final de cette réunion donc intergouvernementale, un petit peu, j'allais dire, dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière sur le G20, puisque dans la tonalité, dans la formulation, ce communiqué final reprend grosso modo ce qui a été dit au G20 et dont j'ai parlé la semaine dernière, à savoir que concernant la crise ukrainienne, eh bien, le communiqué reprend et cite les grandes résolutions onusiennes qui ont été votées par l'Assemblée générale depuis le début du conflit, en reprenant donc un phrasé assez dur, mais qui est extrait une fois de plus de ces résolutions onusiennes, et explique ensuite que, je cite, la plupart des membres de l'APEC, mais pas tous, condamnent fermement le conflit en Ukraine, mais le communiqué va ensuite s'appesantir plus longuement, pendant quelques lignes, sur finalement les conséquences de ce conflit plus qu'autre chose. Les conséquences sur, donc je cite, le fait qu'il exacerbe les fragilités déjà existantes de l'économie globale, qu'il bride la croissance, augmente l'inflation et compromet les chaînes de logistique, augmente le risque d'insécurité alimentaire et énergétique et élève le risque d'instabilité financière. Fin de citation. Donc finalement, c'est vraiment les conséquences du conflit qui ont plus préoccupé les représentants de l'APEC à Bangkok que, j'allais dire, le conflit lui-même. Deuxième information, c'est la visite du Premier ministre britannique Rishi Sunak à Kiev
samedi dernier. Il s'agit de sa première visite à Kiev en tant que Premier ministre et il est donc le 3e Premier ministre britannique à se rendre à Kiev depuis le début du conflit, puisqu'on a vu Boris Johnson à plusieurs reprises, Liz Truss très brièvement, puisqu'il est resté 44 jours au 10 Downing Street, et donc maintenant Rishi Sunak, 3e Premier ministre britannique, à se rendre à Kiev. Alors, il est venu pour parler d'aide militaire britannique à l'Ukraine, puisqu'un nouveau paquet d'aide britannique à cette occasion de cette visite donc, a été annoncé, principalement sur des systèmes de défense antiaérienne et de systèmes de défense anti-drone. Par ailleurs, Londres a accueilli avec un très grand scepticisme les appels du président Macron à ce que l'Ukraine regagne la table des négociations avec la Russie, puisque le président Macron s'est exprimé dans le Financial Times en fin de semaine dernière, mais avant ça, la veille, il s'était exprimé sur les ondes de France Inter et dans les deux cas, il a appelé finalement à ce que des pourparlers reprennent le plus vite possible en vue que l'on gèle les hostilités. Alors, les Britanniques, en l'occurrence le gouvernement britannique, évidemment, a reçu avec une très grande circonspection cet appel du président Macron. Troisième information plus brève, les États-Unis, puisque Lloyd Austin, donc le secrétaire à la Défense des États-Unis, s'est exprimé ce week-end pour expliquer, un tweet notamment, que les Américains ont déjà fourni pour près de 20 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Début novembre, le déficit budgétaire de l'Ukraine, qui est équivalent en gros à 40 milliards de dollars, était couvert à près de 60%, c'est-à-dire en gros 24 milliards de dollars, par les partenaires internationaux de Kiev. Lloyd Austin qui a expliqué que, évidemment, les États-Unis continueraient d'apporter de l'aide autant qu'il le faut à Kiev dans ce conflit. Autre information, elle nous vient d'Israël, c'est le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien, moi j'allais dire nouvellement réélu, qui est Benjamin Netanyahou, qui a publiquement exprimé l'inquiétude de l'État hébreu à l'égard de la coopération entre la Russie et l'Iran sur le champ de bataille ukrainien, coopération donc notamment en matière de défense. Selon lui, si les choses ne s'arrêtent pas là, l'Iran basera bientôt en Ukraine orientale des missiles sol-sol qui seront donc, qui est donc un développement que l'État hébreu ne souhaite pas voir se développer manifestement. Autre information, je terminerai par là, sur le sommet de la francophonie, puisque le président Zelensky s'est adressé par visioconférence aux chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis les 19 et 20 novembre, hier et avant-hier, donc à Djerba en Tunisie, pour le 18e sommet de la francophonie. Ça, c'était une pratique régulière chez Volodymyr Zelensky qui, met à profit les différentes réunions internationales à travers le monde pour communiquer à travers une vidéo assez courte, 4 à 5 minutes en général, pour attirer l'attention donc, lors de ces réunions sur le sort de l'Ukraine. Alors, c'est ce qu'il a fait à Djerba. Il a attiré l'attention des participants sur les risques que fait courir le conflit pour la sécurité alimentaire et énergétique des pays donc, qui étaient représentés à cette conférence. Alors, il faut savoir que l'Ukraine dispose d'une force de frappe diplomatique assez faible dans les pays qui sont concernés par la francophonie. Donc, je mets de côté évidemment la France et on va dire les pays du Nord, mais c'est principalement ce qui intéressait ici Volodymyr Zelensky, je pense, c'est les pays du Sud et les pays africains principalement. Donc, une force de frappe diplomatique assez faible de l'Ukraine dans ces pays. Et donc, l'intérêt de ces interventions-là, c'est que ça lui permet de maximiser la couverture auprès d'un public de très hauts responsables politiques. Mais évidemment, cette couverture et cette intervention ne compensera pas les 20 ans de sous-investissement diplomatique ukrainien dans cette partie du monde, puisque le Kiev était principalement accaparé, et j'allais dire ses ressources limitées étaient principalement orientées vers des efforts diplomatiques tournés vers l'Atlantique, vers l'Union européenne, vers l'OTAN, et non pas vers l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient, puisque n'a simplement pas ni la voilure, ni probablement pas les moyens. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. On a l'impression quand même d'un petit malaise, enfin, de quelque chose qui n'est pas très net. À la fois, les États-Unis disent qu'ils vont continuer à aider, qu'ils aideront jusqu'au bout. En même temps, on a le sentiment que quelquefois, on laisse entendre au président Zelensky qu'il devrait se calmer un petit peu. On a l'impression qu'on est à une période comme ça, pas très claire. Oui, mais comme tu le rappelles, ça fait un petit mois, au moins 3 semaines, dans nos briefings, on rapporte les déclarations des uns et des autres, notamment à Washington, à travers la presse américaine, New York Times, Financial Times, etc., où ces gens s'expriment pour faire valoir différents
points de vue, différentes opinions, dont, et non des moindres, puisque j'en parlais encore la semaine dernière, le chef d'état-major Marc Milley, qui, je pense, est plutôt bien informé sur ce qui se passe a priori en Ukraine, explique qu'il serait bon de considérer des discussions, mais on sait que son point de vue n'est pas partagé par tout l'establishment. Et il y avait un contexte quand même très particulier qui était celui des midterms, que les démocrates pensaient perdre. On a vu que les choses sont passées un peu différemment. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, il y a des gens aux États-Unis, des gens bien placés qui s'expriment et qui disent qu'il faudrait peut-être lever un peu le pied, entre guillemets. Et oui, les sorties de Zelensky, on en a parlé aussi, qui peuvent agacer certains dignitaires américains parce que ils trouvent trop rigide et ils lui ont demandé notamment dans son narratif de ne pas être aussi intransigeant et de baisser d'un ton, a priori plutôt pour, comment dirais-je, aider à ce que l'aide à l'Ukraine se maintienne auprès des partenaires des États-Unis, dont certains sont manifestement assez sceptiques aussi à l'égard des sorties de Zelensky et probablement plus généralement la trajectoire de ce conflit. Merci beaucoup, Igor. Alors, on a plusieurs questions. Une question qui, je pense, s'adressera à Arnaud, de quelqu'un qui est dans nos grands fidèles et qui remercie de la qualité constante des interventions. Est-il possible de faire un point concernant le rouble fort? Est-ce qu'à votre connaissance, le gouvernement, pour son budget notamment, a fini par accepter et s'adapter à un rouble fort? La question est longue, je vous la lis en entier. Reste-t-il une politique active de tentative d'affaiblissement du rouble par le gouvernement? Éventuellement, avez-vous une idée de l'évolution future? De mémoire, l'objectif était encore de 75 roubles pour 1 euro d'ici fin 2022. Nous en sommes loin. Merci de votre réponse. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le rouble est extrêmement stable, aux alentours de 60, que ce soit pour le dollar et l'euro, et ce, depuis de très longues semaines, voire même des mois, depuis l'été. Ouais. Alors, oui, le gouvernement, d'abord, je maintiens que pour le gouvernement, ce n'est pas très souhaitable. C'est un scénario qui, au-delà de l'effet psychologique, qui est majeur, c'est-à-dire qu'on se souvient des premières journées du mois de mars, avec un rouble à 120. Bon, le fait que la Banque centrale, le gouvernement ait réussi à ramener le rouble à des niveaux que l'on connaît, c'était à juste titre considéré comme un coup de maître. Il y a un signal très important, très rassurant pour les acteurs et qui montre que la Russie n'a pas perdu le contrôle de sa monnaie et donc des grands paramètres économiques. Mais ceci dit, et on l'a souligné à de nombreuses reprises, ça pose problème, en particulier pour ce qui est des recettes pétro-gazières, puisqu'un rouble fort, ça produit moins de rentrées, tout simplement, moins de rentrées budgétaires. Alors oui, le gouvernement en tient compte. Pour le budget 2023, l'hypothèse, c'est un baril à $70, ce qui est à peu près le prix de l'Oural aujourd'hui, avec un dollar à 68. Donc on voit qu'il y a quand même plus de 10% de décalage par rapport au cours actuel. Est-ce que le gouvernement a une politique active? C'est difficile à dire. En tout cas, il avait l'intention, c'est ce qui avait été dit en tout cas, de diversifier ses réserves, d'acheter des yuan, peut-être d'autres devises de pays dits amicaux en grande quantité. Bon, manifestement, ça n'a pas été fait, ce n'est pas simple à conduire. Ça peut aussi induire des pertes financières. Certaines de ces devises, que ce soit la devise turque ou sud-africaine ou d'autres BRICS, ne sont pas très stables. Donc, est-ce que ça fait vraiment sens? La question est posée et manifestement, la Banque de Russie est assez perplexe. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les choses? La reprise des importations. Alors, elles sont reparties, mais sans doute pas au niveau suffisant pour influer de façon sensible sur le cours du rouble. Donc, encore une fois, le cours du rouble, c'est comme le cours du pétrole ou la météo du lendemain. On se trouve toujours en réalité. Donc, je ne vais pas faire de pronostic. Mais cette situation à 60, elle est assez étonnante, elle est assez stable. Et à situation égale, on ne voit pas très bien ce qui pourrait le faire bouger dans les semaines qui viennent. Mais encore une fois,
comme ça ne se passe jamais comme prévu, il est bien possible que le rouble s'affaiblisse, pour le grand bonheur du gouvernement. Il y aura une autre question pour vous, mais je vais alterner un petit peu. Donc, une question qui concerne visiblement Igor. Pourquoi Poutine se rend-il au sommet de l'OSTC en Arménie alors qu'il n'est pas allé en Birmanie pour le G20? Alors, le G20 se tenait en Indonésie, à Bali, hein, non pas en Birmanie. Bon, je pense que le président russe en fait voulait éviter une répétition en quelque sorte du sommet du G20 en Australie en 2014. Hein. Souvenez-vous, fin de l'été 2014, avec ce qui s'est passé notamment dans le Donbass et l'explosion de l'avion au-dessus de l'Ukraine. Enfin, Vladimir Poutine arrive au G20 en Australie dans une ambiance vraiment dramatique et il a eu quelques moments de solitude, hein, disons-le. Hein. Il est accueilli à l'aéroport en bas de l'avion, non pas par le Premier ministre australien, mais par un fonctionnaire de second rang qu'on a envoyé là, alors que juste derrière lui, le dirigeant chinois arrivé était accueilli selon le protocole par le Premier ministre australien. Sur la photo de groupe du G20, il est mis complètement sur le côté de la photo, en bordure, ce qui n'est pas proportionnel a priori, on va dire, à son rang. Et puis donc, il a écourté son séjour en Australie en prétextant un voyage très long et qui était fatigué par le décalage horaire et qui devait donc rentrer en Russie. Donc, je pense qu'il voulait éviter ça. Et puis, deuxième élément de réponse, je pense qu'il ne voulait pas mettre mal à l'aise les pays qui sont plutôt neutres, voire d'une neutralité bienveillante à l'égard de la Russie dans ce forum du G20, en les obligeant quelque part à devoir manifester de la retenue, au contraire de la sympathie, enfin que sais-je. Donc je pense que c'est principalement pour ça qu'ils voulaient éviter l'OTSC, entre guillemets, enfin si on prend une métaphore footballistique qui en ce moment d'actualité, il joue à domicile en quelque sorte. Hein. Donc voilà, on ne peut pas comparer ces deux événements. Juste pour compléter, il y a aussi une actualité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan extrêmement dense, avec des pourparlers, des propositions. Donc la présence de Poutine en Arménie a aussi une portée bilatérale très forte, je pense. Certainement. Alors, une question pour vous, Arnaud. Que pouvez-vous conseiller comme banque alternative à la Rosebank pour que la filiale commerciale en Russie d'une PME industrielle française puisse continuer à payer ses importations à sa maison mère, la Raiffeisen? Y en a-t-il d'autres? Nous avons des problèmes avec la Société Générale qui bloque les paiements en tant que banque intermédiaire en France quand nous envoyons de l'argent par la Rosebank et nous cherchons à ouvrir un compte dans une autre banque. Merci pour vos conseils. Alors, s'il s'agit d'une entité basée en France, il y a une banque dont on a un peu parlé la semaine dernière, la banque de Lubac, qui est très active sur le marché russe. Et je crois comprendre qu'en réalité, il s'agit plus d'une banque ici à Moscou. Alors là, pour le coup, peut-être essayer effectivement Raiffeisen, mais je n'ai pas de... je ne sais pas si c'est la solution miracle. En tout cas, si c'est dans l'autre sens, il y a cette banque familiale originaire d'Ardèche, du Spélard pour être très précis, qui se spécialise de plus en plus sur la Russie, mais également sur l'Iran. Donc des pays jugés à problème par les autres grandes banques, entre guillemets, généralistes françaises, pour des opérations évidemment tout à fait légales et hors sanction. On peut peut-être essayer de se renseigner pour la prochaine fois, si c'est dans l'autre sens. On va essayer en tout cas. Pour Igor, il y a deux questions en fait sur le même sujet, à savoir le missile en Pologne. Cela pourrait-il avoir des conséquences sur le conflit, demande un auditeur. Et puis l'autre dit, cela fait quelques jours que nous n'avons plus de nouvelles du S-300 ayant touché la Pologne. Connaît-on le fin mot de l'histoire sur les responsables de cet imbroglio? Est-ce que ça aurait pu avoir est-ce que ça pourra avoir comment c'est dit, un impact, enfin, conséquence sur le conflit? Enfin, ça aurait pu en avoir et ça aurait pu avoir des conséquences qui auraient été catastrophiques et ça ne les a pas eues. Et donc, ça m'amène à la suite de la réponse qui consiste à dire, moi j'ai le sentiment que depuis quelques jours, on essaie un petit peu de calmer le jeu, de calmer l'affaire et un petit peu de l'oublier parce que si vous voulez, ça fait partie de ces épisodes que j'évoquais tout à l'heure et qui
et qui place les soutiens de l'Ukraine un peu dans une situation inconfortable parce que, on en a parlé la semaine dernière, hein, M. Zelensky a tout de suite pris son téléphone pour faire une vidéo et expliquer que voilà, ça y est, la Russie bombardait la Pologne et que les gens se posaient la question de savoir s'il fallait invoquer ou pas l'article 5 de la Charte de l'Atlantique. Enfin, on commençait à partir sur des réflexions quand même assez qui pouvaient nous emmener très loin. Et donc, rapidement, les Américains, mais aussi les Polonais ont tenu à calmer le jeu, à dire que les choses n'étaient pas aussi évidentes que ça et qu'il y avait peut-être une autre explication qui était que c'était ce fameux S-300 ukrainien qui avait fini sa trajectoire malencontreusement en Pologne en cherchant à intercepter un missile russe. Bon, voilà, fin de l'histoire. Mais mon sentiment, pour répondre à la question, c'est que j'ai l'impression qu'on calme un petit peu le jeu. Question pour Igor. Tokayev réélu haut la main, cela pourrait lui donner encore plus de confiance dans sa position d'indépendance vis-à-vis de la Russie. Je crois d'ailleurs c'est une question pour vous deux, en fait. Je ne sais pas, vous voulez commencer? Oui, il a été réélu avec à peu près 85% des voix, je crois, entre 80 et 85. Ce qui n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement d'un processus de transition qui a commencé il y a 3 ans et demi, fin février, début mars, mi-mars, pardon, mi-mars 2019, avec la mise en retrait de Nazarbayev, avec des accros, avec beaucoup de lutte de pouvoir en interne, une redistribution en réalité des sphères d'influence au sein du pouvoir kazakhstanais. Quand je dis redistribution des sphères d'influence, c'est aussi redistribution des flux financiers, avec, on se souvient de ces événements pas très clairs de l'hiver dernier qui ont donné lieu à une intervention militaire rapide, efficace de la Russie. Donc oui, une nouvelle ère s'ouvre dans le prolongement du discours programmatique du président Tokayev qu'il avait prononcé devant le Parlement en janvier, juste après ces événements. De grandes réformes euh, qui vont dans le sens d'un affaiblissement des anciens réseaux de pouvoir, hein, en d'autres termes de la famille Nazarbayev, une volonté de plus grande ouverture, de mise au pas des oligarques. Ça rappelle quelque chose en Russie. Hein, c'était, si on s'en souvient bien, le programme initial de Vladimir Poutine lors de son premier mandat. Alors oui, Tokayev va sortir renforcé de cette séquence. Est-ce que ça va lui donner, le pousser à prendre plus de distance avec la Russie? C'est en tout cas ce sur quoi misent les Européens, hein, qui cherchent à renforcer leur influence en Asie centrale pour profiter, je cite, de l'affaiblissement de la Russie. Je pense que le terme est un peu exagéré, mais en tout cas, il y a du flottement et il y a eu quelques épisodes bilatéraux. On se souvient par exemple du Forum de Saint-Pétersbourg où il y a eu des échanges doux amers non pas entre les deux présidents, mais entre la modératrice, Mme Simonian, et patronne de RT, et le président kazakhstanais. Donc il y a les choses se passent moins bien, il faut dire les choses clairement, qu'il y a 5 ans, lors de l'époque Nazarbayev. Il y a un processus sans doute inévitable, mais question maintenant est de savoir jusqu'où ça va. Et n'oublions pas que le Kazakhstan est quand même le pays avec la Biélorussie le plus proche, y compris d'un point de vue institutionnel de la Russie. C'est un allié politique, un allié militaire. Je ne pense pas personnellement que la démarche de Tokayev soit une démarche de rupture, mais peut-être de rééquilibrage auquel d'ailleurs procède la Russie également en Asie centrale, puisqu'elle mise de plus en plus sur l'Ouzbékistan. Igor, pas mieux. Bon. On n'a pas de questions là, de nouvelles questions. Peut-être des réponses à donner à des questions qui sont venues sur la hotline. Alors, effectivement, on a reçu une question en fin de semaine dernière sur l'histoire des sanctions. Alors, la formulation de la question, je ne m'en souviens plus, mais le sens, c'était de dire est-il vrai que l'Angleterre a levé une partie des sanctions sur l'aéronautique russe? Point d'interrogation. Alors, il y a bien des sanctions sur l'aéronautique russe qui ont été allégées, mais ce n'est pas par l'Angleterre, c'est par les États-Unis, puisque le 14 novembre dernier, on a effectivement appris, c'est passé sous le radar, c'est le cas de le dire, que l'OFAC avait mis des exceptions, enfin en tout cas avait autorisé des opérations d'exportation et de réexportation
avec des entités russes sous sanction, notamment OAK, la holding unifiée russe pour l'aéronautique, et c'est pas rien, puisque sous l'ombrelle, enfin le parapluie d'OAK, vous avez des dizaines de sociétés russes, dont les fleurons qu'on peut connaître, hein, les Sukhoi, etc., enfin, qui sont donc, et d'autres sociétés, qui sont donc regroupées. Vous avez Ilyushin, vous avez donc voilà, une dizaine d'entités russes, 11 je crois précisément, qui manifestement désormais, avec qui manifestement désormais, il est possible d'exporter, réexporter des choses. Alors, sauf que ça reste très flou dans la formulation, on ne sait pas quel matériel est exactement concerné, et surtout lequel n'est pas concerné. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux opérateurs américains? Est-ce que ça peut s'adresser aussi, ces autorisations-là, à d'autres opérateurs? Voilà. Mais il y a eu un geste qui a été fait sur l'aéronautique russe par l'OFAC. Un geste au nom de la sécurité aérienne, hein, il faut le préciser. Je crois qu'il y avait une autre question sur la hotline. Oui. Il y a effectivement une question aujourd'hui. Alors pour le coup, on n'aura pas encore d'éléments de réponse, mais on va chercher sur les modalités d'obtention de visa, enfin de visa français. Je crois que c'est en fait visa français, de visa Schengen par la France. Apparemment, il y a quand les gens se présentent pour passer par des sociétés qui vont se charger de préparer le dossier en vue de l'obtenir auprès de l'ambassade, visiblement, il y a des ratés ou des problèmes au niveau des sociétés prestataires, donc intermédiaires, qui se chargent de préparer le dossier, qui demanderaient des sommes assez exorbitantes, ne serait-ce que pour avoir accès à un rendez-vous, sans garantie évidemment que vous ayez le visa, ça ne dépend pas d'elle. On va se renseigner. Moi, autour de moi, je n'ai pas encore entendu parler de choses similaires, mais on va voir et on vous en dit plus dès jeudi. Eh bien, nous n'avons plus de questions, donc le prochain briefing, c'est jeudi. Jeudi prochain, le 100e, ce qui est quand même un record. Ensuite, vous pouvez, comme vous l'avez vu tout à l'heure, envoyer vos questions sur la hotline. Et puis, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter et LinkedIn. Et vous pouvez également retrouver tous les briefings précédents, c'est-à-dire les 99 jusqu'à maintenant, sur YouTube. La CCIFR se tient toujours à vos côtés. Tenez bon et à jeudi.